Que s'est-il passé au Bénin ce week-end? Le 7 décembre, donc dimanche, un groupe de militaires a diffusé un message sur la télévision nationale pour annoncer avoir démis de ses fonctions le président de la République, avant d'être contredit quelques heures après par le ministre de l'Intérieur. On va faire le point ensemble sur la situation, sur ce qui s'est passé dimanche, mais aussi, on va aussi essayer de comprendre un peu les racines de cette tentative de coup d'État. Donc je le disais hier, non, avant-hier, dimanche, 7 militaires sont apparus à la télévision. Déjà, qui c'était, qui sont-ils et surtout par qui sont-ils menés? Alors, ils étaient 7 en effet à apparaître d'un coup. Alors, en fait, ils ont enregistré un message en se faisant ouvrir les locaux de la chaîne de télé nationale qui s'appelle Bénin TV, BTV. Donc c'était un message qu'ils ont enregistré un peu par la force, mais ils ne contrôlaient rien de la ville, voilà, ni du palais présidentiel, ni des institutions, etc. Donc c'était seulement un message enregistré en espérant ensuite que le coup d'État réussisse et qu'il soit suivi par le reste de l'armée, notamment. Alors, qui est le principal instigateur? C'est Pascal Tigri. C'est lui, je crois que c'est lui sur la photo, on est d'accord? Je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire qui est. Il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est lui. Ok. Et en tout cas, c'est un des membres de la garde nationale. Donc évidemment, un des corps les plus importants, un des corps d'élite de l'armée béninoise. L'armée béninoise, c'est environ 11 000 hommes. Voilà, sur un pays qui est quand même qui compte une grosse dizaine de millions d'habitants. Attends, tu m'as coupé la chic. Oui, je reprends la déclaration de l'ambassade de France. Des coups de feu ont été signalés à Camp-Guézo, à proximité du domicile du président de la République. Donc ça, c'est l'ambassade de France qui conseille aux ressortissants français de rester à leur domicile. Est-ce qu'on sait vraiment ce qui s'est passé? Parce que tu dis, finalement, ils n'avaient pas le contrôle de grand-chose. Est-ce qu'on sait 2 jours plus tard ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils avaient le contrôle de quelques trucs? Est-ce que vraiment juste ils ont posté leur message et puis ils se sont barrés? Est-ce qu'on sait? Parce que jusqu'à hier, avant-hier, c'était un peu flou quand même sur l'ampleur du putsch, de la tentative. En fait, il n'y a pas eu vraiment de moment de bascule. En fait, donc d'abord, ça a commencé dimanche matin par la diffusion de ce message. Ensuite, il y a eu des réactions à l'ambassade de France, mais pas que. D'autres ambassades ont réagi rapidement. L'Union africaine a réagi rapidement. Et la première réponse officielle est venue d'abord d'une source militaire de l'entourage du président. Du président, donc Patrice Talon. On va y revenir à Patrice Talon parce qu'évidemment il y a beaucoup à dire sur lui. J'avais une petite question sur lui. Parce que évidemment cette tentative de coup d'État ne vient pas de nulle part, mais très vite, on va dire 1 heure ou 2 heures après, je crois que moi j'ai commencé à bosser dessus dimanche matin et c'est arrivé vers 10h30, 11h. Il y a eu un démenti en disant, enfin pas un démenti, mais en disant tout est sous contrôle, l'armée n'a pas bougé, etc., etc. Donc très rapidement, en fait, on a vu que cette tentative de coup d'État était tuée dans l'œuf, était mortenée. C'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à un coup de pied nickelé quand on voit les conditions dans lesquelles ça a été réalisé. Et ensuite, la première réaction officielle, c'est celle du ministre de l'Intérieur qui s'appelle Alassane Seydou, qui est apparu à la télé, donc sur Bénin TV, BTV, on va dire vers 14h. Oui. Ouais, j'ai cette citation sous les yeux. Un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser l'État et les institutions. Face à cette situation, les forces armées béninoises, fidèles à leur serment, sont restées républicaines. Leur riposte a permis de garder le contrôle de la situation. Voilà ce qu'a dit le ministère de l'Intérieur. Effectivement, donc l'armée n'a pas suivi du tout. Ce qui donne beaucoup d'indications sur l'état d'esprit dans le pays. On va y revenir parce qu'une des grandes problématiques, c'est à la fois évidemment la présidence, mais surtout, en fait, c'est les violences dans le nord du pays. Avant qu'on passe au petit portrait de Patrice Talon, je vois une question dans le chat et ça rejoint aussi une question que je voulais te poser. J'ai vu que des forces avaient été déployées par le Nigeria, par le Ghana, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont intervenus et comment on explique cette intervention de pays extérieurs? Alors c'est une intervention de la CEDEAO. Donc la commission, je vais y arriver, je suis fatigué. C'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Voilà, qui a décidé d'intervenir très rapidement. Il y avait eu déjà, on se souvient au moment du coup d'État au Niger en 2023, une menace d'intervention de la CEDEAO et notamment à l'époque c'était via le Nigeria, qui est évidemment un des pays les plus importants et les plus stables, première puissance économique du continent, une des premières puissances démographiques, etc.
Beaucoup de pétrole derrière. Voilà, et qui est la cheville ouvrière. Oui, au niveau économique, oui, mais le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. C'est un poids lourd du continent, et y compris sur le plan diplomatique. Donc en fait, on est plus dans le cadre diplomatique là. On est vraiment une intervention de la CEDEAO qui avait qui avait été mise sur la touche au moment du Niger il y a 2 ans, parce que d'abord, tout simplement, le coup d'État avait été soutenu très rapidement par l'ensemble de l'armée, des institutions, y compris par beaucoup de Nigériens eux-mêmes. Donc ça a changé la donne. Mais voilà, là en tout cas, il y a 4 pays qui interviennent. Le Nigeria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire et Ghana. Voilà. Peut-être du coup c'est le moment de faire un petit portrait de Patrice Talon, parce que c'était le cœur de l'intervention qui a été diffusée à la télé, où les militaires ont dit nous avons délibéré et décidé ce qui suit, monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Qui est Patrice Talon? Est-ce que tu peux en quelques mots nous dresser un portrait du président béninois, tout à fait. Patrice Talon est un des chefs d'État les plus contestés du continent, et pour cause, c'est pas vraiment un président et un homme tout à fait respectable. Je vais essayer de le dire rapidement. Alors Patrice Talon, d'abord, c'est un homme immensément riche. C'est une des 15 premières fortunes de l'Afrique qui a fait fortune dans le coton. Donc il y a évidemment une des richesses principales de la région et du pays. D'abord, il a œuvré comme faiseur de roi, c'est-à-dire qu'il pouvait déstabiliser des pouvoirs rien que par sa mainmise économique sur le pays, son entre-gens, etc. Et puis finalement, il a décidé de se lancer lui-même en politique à partir du début des années 2010, puisque donc avant, il était seulement chef d'entreprise, financier, etc. Et donc il est président du Bénin maintenant depuis 10 ans, précisément. Et il se trouve qu'il doit y avoir une élection présidentielle en avril prochain. Donc ça arrive vite. Voilà, c'est dans 4 mois, là, 5 mois. Et cette élection présidentielle, normalement, donc possibilité de faire seulement 2 mandats, lui a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Donc il respecte la Constitution. Alors il y a eu un changement constitutionnel, mais pas pour justement rester au pouvoir. Et donc il avait déjà annoncé qu'il ne serait plus là en avril. Sinon, sur le plan économique, c'est un néolibéral pur. Donc il est très bien vu par l'ensemble, évidemment, des institutions mondiales. Et c'est aussi un ami de la France, etc., etc. Alors il n'y a pas de militaires français au Bénin. Le pays, on va dire que il est digne d'intérêt, mais c'est pas une des grosses bases comme la Côte d'Ivoire, comme il y a pu avoir avant, ou le Sénégal, ou un des gros centres d'intérêt pour la France. C'est un pays très complexe, le Bénin, de par son histoire. On se souvient que, peut-être pour ceux qui ont un petit peu de background historique, il y avait un grand roi, Béhanzine, avec le royaume d'Abomey, jusqu'au début du XXe siècle. Donc la colonisation a été tardive. Et ensuite, le Bénin était... c'est très complexe au niveau des ethnies notamment, parce que plusieurs ethnies, dont le royaume d'Abomey, ont été les relais de l'esclavage européen. Donc en fait, il y a des différences. Il n'y a pas eu de lutte d'indépendance qui a fédéré toute une nation, comme ça peut exister pour d'autres pays. Donc ça, c'est important de le signaler déjà. Vraiment la complexité du pays entre les différentes ethnies, le nord, le sud, l'histoire, etc. Et voilà. Et sinon, Patrice Talon, il est surtout critiqué parce qu'il a extrêmement réduit les libertés publiques depuis 10 ans. On est vraiment dans un cadre néolibéral pur. Un multimillionnaire, même plus, je crois que sa fortune, c'est plus de 400 millions de dollars, elle est estimée. Donc, qui arrive au pouvoir après avoir été un faiseur de roi. Il y a une croissance au Bénin du PIB depuis qu'il est au pouvoir, mais c'est toujours pareil, c'est une croissance néolibérale qui profite à quelques-uns et pas du tout au peuple béninois. Donc, il y a une contestation très forte des Béninois, et d'ailleurs il arrive souvent qu'il y ait des grandes manifestations. On va peut-être y venir après. Justement, ça me fait une transition toute trouvée. J'ai vu plusieurs sujets sur les tentatives d'un Fox, d'un Tox, de détournement à propos de cette actualité, notamment qui visait la France. J'ai vu par exemple que certains comptes sur les réseaux sociaux accusaient les déclarations du ministre de l'Intérieur en disant finalement tout est sous contrôle, qu'en fait c'était de l'IA, c'était un montage, je sais pas quoi. J'ai vu des posts sur Facebook qui disaient c'est un coup d'État réussi qui est soutenu par la population, avec des photos de manifestations
donc ce dont tu parlais, Oui. qui avait en fait lieu en 2017 ou 2010, Oui, c'est etc. Comment est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, on voit ce genre de tentative de fake news, de diffusion de fake news pour appuyer un coup d'État qui finalement, comme tu disais, a été tué dans l'œuf? Est-ce que c'est toujours un peu comme ça que ça se passe? Bah alors, je serais tenté de dire oui, et surtout avec l'émergence des réseaux sociaux, Ouais. et notamment sur le continent africain. Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce genre de développement d'un Fox, etc., quoi, de fake news, c'est qu'en fait, ça rejoint quand même les vieilles, comment dire, les vieilles analyses qu'on peut avoir sur les rumeurs. Alors, en fait, c'est des rumeurs qui répondent à des intérêts, alors lesquels ça peut être évidemment des opposants, ça Ouais. peut être d'autres pays, ça peut être voilà. Et puis je pense qu'une bonne partie de la population béninoise aurait voulu y croire, Ouais. clairement. Enfin, en tout cas, une partie de la population béninoise. Je pense qu'il y a quand même une grande partie qui est quand même attachée, on va dire, à La stabilité. à la stabilité démocratique, Ouais. à l'élection, même si c'est évidemment un cadre imparfait, qu'il y a toujours enfin, évidemment, justement, c'est pour ça qu'on commençait par décrire qui était Patrice Talon, parce que c'est clairement pas un type particulièrement défendable. Mais cela dit, ce genre de rumeurs, c'est intéressant parce qu'elles révèlent et ce qu'elles disent. Alors d'abord, elles se sont appuyées, comme tu dis, sur mais non, il y a des grandes manifestations dans le pays et tout. Alors à Cotonou, etc. Non, il n'y avait pas de grandes manifestations. Mais pas ce jour-là, enfin pas récemment. Ce jour-là, etc. Il y a des manifestations régulières contre le parti et contre le régime en place, enfin contre le président en place. Mais là, en l'occurrence, il y en a pas eu. Ensuite, la deuxième rumeur, c'était Patrice Talon et tous les, on va dire, sa garde, ses proches et tout, sont réfugiés à l'ambassade de France. Donc, évidemment, je l'avais pas vu celle-là. Oui, c'est une fake news qu'on a retrouvée au Niger, qu'on a retrouvée dans d'autres. Ça rejoint évidemment la remise en cause de l'impérialisme français en Afrique, qui est à mon avis, d'abord une bonne chose, et puis la remise en cause, pas l'impérialisme. Bien sûr, voilà, la remise en cause, bien sûr. Après, ce qu'ils en font, c'est une autre question. Oui. Mais la remise en cause de cet impérialisme, et en tout cas de cette mainmise néocoloniale. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que les gens ont envie d'y croire. Et en fait, cette fake news, elle révèle ça. Je me rappelle, la rumeur, c'est ça que ça révèle. La rumeur, c'est une chose fausse qui révèle des choses vraies. Pour moi, c'est vraiment ça, une rumeur. C'est parce que les gens ont envie d'y croire à la rumeur. Si ça complètement et que ça ne correspond pas à une aspiration profonde, la rumeur, elle prendra jamais. Donc évidemment que Patrice Talon réfugié à l'ambassade de France, ça veut dire quelque chose. C'est très intéressant. Il se trouve que malheureusement, c'est faux. Donc, enfin, malheureusement. Oui. Ouais, pour les gens qui voudraient y croire, c'est faux. Voilà, pour les gens qui voudraient y croire, c'est faux. Mais cela dit, on va y venir. Cette tentative de coup d'État s'inscrit dans la droite ligne de celles des coups d'État qui se sont produits au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et qui sont la résultante directe à la fois d'une remise en cause du néocolonialisme et de la présence notamment militaire française. Alors, il n'y a pas de présence militaire française au Bénin, mais il y a une coopération en matière de défense. Par exemple, en matière de renseignement, c'est la France qui fournit pas mal de renseignements, d'images satellites, etc. à l'armée béninoise. Donc, il y a une coopération sur ce point-là. Mais ça existe partout. Et puis l'autre problème, c'est évidemment, en fait, on va y venir, c'est le djihadisme. Exactement, parce que le Bénin est la cible depuis plusieurs mois d'attaques de groupes armés du JNIM. On va revenir sur le JNIM. Donc, c'est l'acronyme arabe de groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Déjà, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe depuis quelques mois au Bénin, et ensuite le lien entre ces attaques de ce groupe djihadiste et ce coup d'État. Et ensuite, comme ça, petit à petit, on va continuer à prendre du recul et à parler du Sahel. Alors, je ne sais pas si on voit la une du journal de vendredi, parce que voilà, il se trouve que j'ai fait, on a fait un grand dossier dans le journal de ce week-end, donc j'allais dire ça tombe bien. En tout cas, le timing est bon. Voilà. Peut-être un peu trop tôt. Oui, voilà, c'est ça. Le timing est, voilà. Alors, ce qui se passe, donc le JNIM existe depuis 2017, c'est un regroupement de plusieurs groupes djihadistes préexistants, souvent qui sont issus des groupes djihadistes et des islamistes algériens des années 90. Donc, on avait le groupe salafiste pour la prédication et le combat, ensuite on a eu AQMI, et ensuite le JNIM. Alors,
les raisons de son succès sont profondes. Je vous conseille d'essayer de lire cet article parce que du coup, j'ai bossé une semaine pour essayer de décrypter, d'expliquer vraiment comment ça marche. Cet article-là dont on parle, voilà. Je vous mets le lien. Comment ça marche, cette extension du djihadisme, et qu'est-ce que ça produit sur les pays concernés et les régimes, y compris sur au niveau politique. Pendant longtemps, le JNIM, en tout cas les groupes djihadistes, ont été concentrés sur le Mali. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait, on s'en rappelle, de l'opération militaire française Barkhane, qui a duré 10 ans, et ensuite qui a pris fin quand il y a eu un coup d'État au Mali, et quand Assimi Goïta, et en tout cas quand les militaires sont arrivés au pouvoir, la première chose qu'ils ont dit, c'est en fait, la France ne fait n'importe quoi, elle ne fait que favoriser le djihadisme. Alors en plus parce qu'il y a elle était en échec complet parce qu'il y avait un problème d'analyse stratégique entre les groupes Touareg, les djihadistes, etc. Et donc tous ces coups d'État-là se sont produits en réaction à l'avancée du JNIM et aux violences perpétrées, aux attaques. C'est aujourd'hui plus de la moitié des morts dues aux attaques terroristes dans le monde, c'est au Sahel. Ouais, ça, c'est un chiffre important qu'il faut avoir en tête. J'ai noté quelques chiffres justement qui proviennent de ce dossier que tu as fait, ce décryptage. En 2024, 19% des attaques et plus de la moitié des morts liées au terrorisme dans le monde se sont produites au Sahel. L'année dernière, plus de 3000 attaques ont été recensées par l'ONG ACLED, Armed Conflict Location Event Data. En 2025, au moins 2100 personnes ont été tuées. Les attaques au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Togo ont triplé en une seule année, 93 en 2025 contre 33 en 2024. Donc j'ai répertorié tous les chiffres que tu avais mis dans ton dossier. Mais voilà, ça permet un peu de se rendre compte effectivement de l'ampleur du phénomène et de la menace djihadiste. Alors, je ne sais pas si on peut mettre juste une petite carte pour voir de quelle zone on parle, parce que c'est très important, évidemment, de comprendre la géographie du coin. J'ai même une question avant ça, pour que tout le monde soit d'accord. Il faut que tu nous expliques ce que c'est que le Sahel et pourquoi on l'appelle comme ça. Le Sahel, c'est la bande du sud du Sahara. En gros, ça va c'est comme ça, quoi. Mauritanie, même un petit peu le nord du Sénégal. Ouais. Et ça traverse ensuite tout le centre, Mali, Burkina, Niger, Tchad et jusqu'au Soudan. Et il me semble que le Bénin ne fait pas partie du Sahel. Non, pas spécialement. Alors justement, c'est pour ça. Là, on voit bien les pays. Vous voyez le Mali, ça part de là, notamment. Donc évidemment, c'est des gens qui sont issus de la frontière avec l'Algérie. Il y en a qui viennent de la Libye aussi. D'abord, c'est au Mali qui se sont établis, Tombouctou, Gao, Kidal, etc. Maintenant, ils arrivent à mener des attaques autour de Bamako. Ensuite, ça allait... Bamako, Mali. Voilà, ce qu'on appelle vers la zone des 3 frontières, donc entre Mali... Prends la souris si tu veux et montre-nous tout ce que tu veux nous montrer. Ouais, hop. La zone des 3 frontières, c'est là. C'est ça. Ah oui. C'est là qu'ils sont principalement actifs. Oui, exactement, qu'ils ont leur base arrière et qui mènent des attaques à la fois sur le Niger, à la fois sur le Mali, à la fois sur le Burkina Faso. Et vous voyez, évidemment, la carte ensuite, en bas, là, ça devient tropical. Ouais. Donc, on quitte le Sahel. Et alors, évidemment, quels sont les objectifs des djihadistes aujourd'hui ? C'est pas seulement de rester circonscrit au Sahel, c'est de pouvoir viser notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana dans une moindre mesure, mais le Ghana est un pays très stable, avec lequel ils vont avoir... Enfin, le JNIM ne s'attaque pas au Ghana pour l'instant. Ils savent très bien qui ils visent. Après, le Bénin était aussi réputé assez stable. Parmi les pays de la région, il faisait plutôt partie des pays stables, non ? C'est toujours pareil. Quand tu as une démocratie... Alors, stable, ça ne veut pas dire que parce qu'un président est élu, machin, tout ça. Non, c'est parce que, on va dire, au Ghana, il y a un état de droit, il y a une société civile, etc. Je trouve, c'est ça qui est, pour moi, la stabilité d'un pays. Et la force de sa démocratie, entre guillemets, des valeurs et tout, c'est pas juste l'élection. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est vraiment... Est-ce que l'état de droit est respecté ? Est-ce que les sociétés civiles sont respectées ? Etc. etc. Donc voilà, mais en tout cas, depuis le début 2025, le JNIM mène des attaques assez régulières dans cette région-là, au nord du Bénin, au nord du Togo et au nord de la Côte d'Ivoire. Là, dans cette région. Leur objectif final, c'est à la fois de déstabiliser ces pays, ça marche, on le voit avec le coup d'État au Bénin, et ensuite, si possible, un accès à la mer. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les 3 pays, là, Niger, Mali et Burkina, sont des pays enclavés. Et ça veut dire que tout ce qui parvient dans ces pays-là arrive soit par les ports du golfe du Guinée, soit par Dakar.
Ouais. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est pour ça qu'ils ont un objectif stratégique, sans doute, d'essayer d'accéder à la mer. Et d'ailleurs, ce qui montre aussi que l'accès à la mer est extrêmement important et que c'est un des objectifs du JNIM, c'est que début novembre, le JNIM a organisé un blocus sur le port de Bamako, un blocus de carburant. Sur Bamako, oui, Ouais, effectivement, parce que le Mali doit importer tout le carburant. Ils n'ont pas de, ils ont pas de pétrole. Il y en a une partie qui vient du Niger, mais il y en a une grande partie qui transite par le Sénégal et par la région de Caille. Donc c'est ici Caille. Voilà. Hop, j'arrive pas à voir où c'est. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est la région frontalière avec le Sénégal. Et du coup, en fait, il suffit de bloquer 3 routes et vous bloquez Bamako. Alors, c'est plus compliqué que ça, d'ailleurs, puisque en fait, c'est pas des blocus, c'est plutôt des attaques contre des convois, etc. Là, c'est encore le cas, et ça a aussi pour but de déstabiliser économiquement le pays. Voilà. Mais en tout cas, la nouveauté depuis début 2025, c'est que le JNIM maintenant mène des attaques dans ce qu'on appelle vers les pays du Golfe de Guinée, donc vers le sud. Le Bénin est particulièrement concerné. Et l'année dernière, il y a eu une attaque là dans un camp à la frontière avec le Niger. Ou avec le Burkina, ça doit être par là exactement, mais je ne me rappelle plus la ville. En tout cas, peu importe, il y a une base militaire à la frontière, il y a eu une attaque du JNIM, il y a eu 70 militaires béninois tués, ce qui est vraiment énorme, et évidemment du matériel volé. Et alors, un truc très intéressant, c'est que les militaires qui ont tenté le coup d'État donc dimanche, c'est leur principale justification. La principale justification qu'ils ont dit, c'est nous, on est au nord, on subit des attaques des djihadistes, et en fait, le pouvoir central, il s'en fout. Il s'en fout, il ne nous protège pas, il n'aide pas nos proches, il n'aide pas les proches des militaires tués, il nous abandonne. Et donc, nous, on va rétablir la sécurité. C'est exactement le même schéma qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger. Là, ça a loupé, parce que d'abord, c'est pas le même pays, évidemment, il y a une situation qui est plus complexe. Ils n'ont pas 10 ans de djihadisme derrière eux, comme le Mali l'avait, par exemple, quand il y a eu le coup d'État en 2021. Mais en tout cas, la logique est la même. Mais donc, ça veut dire que tant que le Bénin notamment, mais les acteurs, les pays de la région ne luttent pas activement contre le djihadisme, est-ce que ça veut dire que ce genre de tentative de coup d'État, même si là, elle a été avortée dans l'œuf et elle n'a rien donné, est-ce que ça veut dire que tant que les militaires dans le nord du Bénin vont se faire harceler, agresser, tuer par les groupes djihadistes, ça va contribuer aussi à l'instabilité du pays? Il y a plusieurs tentatives de coup d'État, de putsch. Oui, ça me paraît évident. C'est d'ailleurs un peu la fin du papier de vendredi sur le djihadisme. C'est quelle réponse, quelle solution peut apporter, quel est l'avenir de la région. Alors il y a un avenir qui est tout à fait possible, c'est l'instauration d'émirats sur la base des Katiba qui existent aujourd'hui. Et puis les Katiba, tu nous rappelles? Alors Katiba, c'est, on va dire, un groupe armé, mais qui est aussi ça peut être ensuite comment dire, presque une administration. Voilà, c'est un mot qui est, par exemple, le Katiba Massina, qui était un des groupes qui est aujourd'hui intégré dans le JNIM, etc. Donc, c'est à la fois une administration territoriale et à la fois un groupe militaire. Voilà, c'est difficile il n'y a pas vraiment de... On peut dire franchise aussi. On pourrait dire franchise. Il n'y a pas vraiment de mot en français, évidemment, pour définir ça. Et ensuite, ça pourrait être ça. L'autre, évidemment, la seule solution, c'est une réponse coordonnée des pays de la région, c'est-à-dire des pays Mali, Burkina, Niger, qui aujourd'hui ont quitté la CEDEAO, qui ont fondé l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et qui du coup, il y a des tensions très vives entre les deux, et pourtant, tout le monde le sait, ils ont absolument intérêt à coopérer entre eux. C'est-à-dire que tous les pays du Golfe du Guinée, la CEDEAO, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Alors oui, il y en a qui sont soumis, par exemple la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire plus France-Afrique. Alassane Ouattara, vraiment, c'est... Je vous invite à aller regarder au moment de l'élection présidentielle, on avait fait une vidéo là-dessus il y a un mois, quelque chose comme ça. Ouais, un peu plus même, peut-être. Et donc à l'occasion de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, en octobre, voilà, on avait consacré une longue vidéo à Côte d'Ivoire, le dernier pilier de la France-Afrique. Donc si ça vous intéresse de creuser ça, vous pouvez aller retrouver ça sur YouTube. Mais en tout cas, même s'il y a des intérêts et des positions totalement divergentes entre, par exemple, un Alassane Ouattara et un Assimi Goïta ou un Ibrahim Traoré au Burkina Faso qui se réclament du panafricanisme, de la remise en cause de l'impérialisme français, etc. Et Ouattara, lui, qui est vraiment un féodé à la France-Afrique. Mais
face au djihadisme, ils n'ont absolument pas le choix que de coopérer. En tout cas, au moins sur le plan militaire, hein, on ne leur demande pas non plus de se faire des bisous politiques. Voilà. Mais, des bisous politiques. Voilà. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, je pense que les pays qui ont un rôle clé, c'est d'une part le Ghana, même s'il est anglophone, et dans les pays francophones, en tout cas, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal parce que c'est un grand pays assez stable avec une société civile très vivante et une expérience de l'islamisme. Ils savent ce que c'est puisqu'il y a ils connaissent aussi en tant que pays musulman un intégrisme qui est très résiduel, hein, mais en tout cas ils savent ce que c'est. Il est presque 12h30. Est-ce qu'on finirait pas là-dessus, Ben, ou est-ce que tu as d'autres éléments à avancer? De toute façon, je vous invite. Je ne sais pas s'il y a une question ou pas, mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller lire ton décryptage sur le site internet. Je vous ai mis le lien un peu plus haut dans le chat. Là, on a beaucoup parlé des conséquences de ce djihadisme et de comment il prend forme, mais tu le disais aussi sur ce qui alimente ce djihadisme. Donc, c'est extrêmement intéressant. Je vous invite vraiment à aller lire ce dossier. Il y a aussi un entretien avec un écrivain dont j'ai oublié le nom. Ousmane Diarra, qui est un écrivain malien qui habite à Bamako. C'est notre collègue d'ailleurs, Muriel Steinmetz, qui a fait de la rubrique culture, qui a fait cette interview. Alors c'est génial, c'est un écrivain malien qui vient de sortir un bouquin qui imagine ce que serait le Mali sous la coupe d'un imam radical. Voilà. Donc évidemment, c'est une dystopie, mais qui part de la réalité. Lui est confiant pour son pays parce qu'il pense que les Maliens sont très résilients face à l'islamisme et qu'ils ne l'accepteront jamais. Je pense qu'il a raison pour une bonne partie. Puis de toute façon, c'est pas ce que je pense parce qu'il est censé quand même mieux connaître son pays que moi. Voilà. Mais mais c'était très intéressant en tout cas son interview et je vous encourage à la lire et puis à lire son bouquin aussi. Je vous ai mis donc le lien là juste du décryptage que tu as écrit et juste au-dessus le lien de l'interview avec l'écrivain dont Benjamin vous parlait. Merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir. On s'est un petit peu servi de la tentative de coup d'État au Bénin pour, comme d'habitude, essayer de prendre un peu de recul et de comprendre ce qui se joue sur ces zones-là. Oui, parce que c'est lié, évidemment. Donc, et vous avez l'habitude maintenant, on essaye toujours, à partir d'une actualité qu'on a envie de traiter, de toujours donner des éléments de compréhension, des éléments d'analyse, des clés d'analyse pour vraiment comprendre ce qui se passe sur ces zones-là. Merci beaucoup.